Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live de Bubble. Je suis très content de vous retrouver cette semaine avec un nouvel invité. Cette semaine, c'est Julien Lambert qui va nous présenter sa série Ville Vermine chez Sarbacane. Et donc, on est content de le recevoir parce que sur Bubble, vous êtes beaucoup à le plébisciter. Je rappelle à tous que c'est un live interactif, donc vous pouvez poser vos questions à l'auteur et bien sûr, elles seront prises en priorité. Moi, je vais lui poser des questions pour démarrer une conversation. Mais évidemment, dès que vous posez des questions, je m'interromps et je lui poserai. Alors n'hésitez pas. Donc je vous fais une toute petite présentation de la série pour contextualiser. Et après, on accueille Julien Lambert. Je vais essayer d'être pas trop long. Donc là, on a une série Ville Vermine qui a été prévue en 2 volumes, dont le tome 2 est sorti là au printemps. Le premier volume a reçu le Fauve Polar SNCF en 2019 au Festival d'Angoulême. Donc il a été distingué dans la sélection Polar. C'est une série qui est à la fois sur le polar mais aussi sur le fantastique. C'est aussi une histoire un peu de super-héros mais sans super-héros. Enfin, au moins sans tous les codes américains du super-héros. Dans une ville façon Gotham City mais plutôt européenne. Et on suit plusieurs personnages dont le principal c'est Jacques Peuplier, un détective qui a la particularité de parler avec les objets, ou du moins de les comprendre. Il va découvrir une sorte de machination, il va être engagé pour une enquête et on va découvrir un vaste complot. C'est un album qui est assez épais, en 2 volumes, dont les couleurs ont été faites par Manon Textoris, qui était aussi la scénariste de leur premier album, Edwin, le voyage aux origines, paru chez Le Lombard. Et donc, sans plus attendre, on va accueillir Julien à l'écran. Bonjour Julien, normalement on t'entend, on va te D'accord. voir dans pas longtemps. Bienvenue, merci d'être avec nous sur ce live de Google. Ben, merci, bonjour Thomas et bonjour Bubble. Merci pour l'invitation. Je te pose une première question. Comment, du coup, d'où est venue l'idée de ce projet? C'était quoi le point de départ de Ville Vermine? Alors le point de départ, il remonte à très longtemps. Je pense que c'est une histoire qui s'est construite petit à petit. Quand j'étais aux études à Liège, donc que je termine en 2008, mon travail de fin d'études, il y avait déjà beaucoup des éléments un peu clés qui se retrouvent dans Ville Vermine, à savoir qu'il y avait déjà Jacques Peuplier, qui s'appelait pas encore comme ça, mais dans l'idée, dans le physique, c'était déjà lui. Il y avait déjà une histoire avec un gamin qui voulait attraper des mouches, et donc il y avait déjà une histoire de machination avec des insectes. Et voilà, et petit à petit, ben, l'histoire s'est étoffée. Elle a notamment elle a fait un gros bond en avant quand j'ai, j'ai donné à Jacques cette capacité de parler avec les objets qui l'entourent. Et voilà. Et avec toujours cette idée, je pense, de faire de l'aventure, de l'action, mais dans un univers qui m'est familier. Et du coup, tu parlais de la place des objets, c'est intéressant parce que j'ai lu dans une des interviews que tu as données que c'est quelque chose que tu faisais toi aussi, ramasser des objets. Oui, leur parler pas forcément, mais effectivement ramasser ce qui traîne dans le but secret d'un jour apprendre à les réparer et en attendant les entasser dans le plus de coins possible. Ouais, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. On a une question de Eddie qui dit à quelle période se situe Ville Vermine? Ah, c'est indéterminé. Alors c'est très flou à la base. Je situais ça plutôt dans les années 90, 90, mais en fait, le fait de ne pas le déterminer euh, me permet de pas me tracasser de ce que je mets ou pas dedans, quoi. Dans le premier tome, il y a un instant assez court, mais où des gamins essayent de revendre un téléphone portable au frère Monk, ce qui marche pas. Mais bon, du coup, ça dit qu'il peut y avoir des téléphones portables. Mais bon, les objets qu'ils ramassent dans la rue, c'est pas forcément des objets qu'on trouve dans la rue maintenant. Enfin, voilà, c'est assez indéterminé. Donc, je dirais une période plus ou moins contemporaine, euh, mais, euh, mais, euh, mais très vague. J'en profite pour saluer Eddie, du coup. Et on a une question de Julien qui dit quels sont les BD qui t'inspirent? Alors, qui m'inspire aujourd'hui ou qui m'inspire il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je lis moins que ce que je voudrais, mais je lis quand même. Donc, euh,
Donc moi, enfant, j'étais un lecteur de Spirou. Mes parents m'avaient abonné au magazine Spirou. Après, je fréquentais pas mal les bibliothèques, mais si c'est ce qui m'inspire maintenant, il y a qu'est-ce que je pourrais citer ben, je cite toujours souvent les mêmes, mais en tête de liste, il y a Taiyo Matsumoto et Mike Mignola. Et après, il y a pléthore d'autres. Je me rends compte, j'ai un album de Théodore Poussin, de Franck Le Gall, qui m'accompagne à peu près partout et qui me touche beaucoup aussi et dans lequel je me replonge souvent. C'est vrai que ouais, tu parlais de Matsumoto, c'est vrai qu'on sent bien un peu une ambiance amère béton avec ses enfants, cette espèce de myriade d'enfants guerriers. Ça aussi, c'est quelque chose qui est venu dès le début ou ça s'est fait avec l'histoire Alors, qui en est toute une masse comme ça s'est fait avec l'histoire, mais par contre, le fait qu'il y ait des enfants, ouais, je pense que ça m'est très naturel. Je crois que depuis toujours, euh, que ce soit dans les films un peu à la Spielberg, dans les Goonies, ou dans Hook, tous ces trucs avec les enfants m'ont toujours beaucoup touché. Je suis pas mal client de Stephen King aussi. Je trouve quand il fait des histoires avec des enfants, il les raconte super bien. Et voilà, et le jour où j'ai découvert Amère Béton, ça a été, c'était fait pour moi, quoi. J'ai adoré lire cette BD. Je me suis vraiment plongé dedans. J'ai été très touché par l'histoire, par l'imaginaire et par tout ce qu'il y a dans cette BD. et on voit aussi, là c'est peut-être plus le graphisme, mais il y a des créatures qui ont une sorte de costume qu'ils auraient volé à Spirou. Est-ce qu'il y a aussi des influences comme ça Alors, c'est marrant parce que c'est un costume qui a évolué et je me suis pas du tout rendu compte qu'il allait vers Spirou. Et le jour où on me l'a dit, en fait, c'était flagrant. Mais je pense qu'à la base, je voulais des sbires en costume, mais je pensais plutôt à des sbires à la Miyazaki, comme il peut y avoir dans les espèces d'hommes pétrole tout mous qu'on voit dans le château ambulant de Miyazaki. Mais par contre, maintenant, je vois plus que Spirou, quoi, quand je les regarde. C'est vrai que ça frappe un peu comme ça le costume de groom. Ouais. On a une question de Gaspard qui dit: la ville est-elle une sorte de mélange de plusieurs villes dans lesquelles tu aurais vécu ou séjourné? Oui, en grande partie, en grande partie. Donc moi j'ai vécu 8 ans à Liège et moi à la base je suis même carrément de la campagne en Belgique et quand je suis arrivé à Liège, je pensais pas trop m'attacher à la ville et puis je me suis attaché énormément à Liège au fur et à mesure des années et à la ville globalement et il y a beaucoup de documentation qui sont des photos prises à Liège. Et après, on avait fait un séjour à Londres avec Manon, ma compagne, pour préparer Edwin, notre premier album. Et j'avais pris pas mal de photos, donc il y a aussi un peu de Londres. J'ai vécu un peu à Montréal, donc il y a un peu de Montréal, voilà. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion, j'ai été invité à la Foire du Livre à Casablanca, au Maroc, et j'ai découvert cette ville où j'ai pris pas mal de photos aussi, qui je pense, enfin non, qui me servent déjà là, actuellement pour dessiner les villes vermines. Et on a parlé de ces personnages volants, ces personnages ailés. Il y a Oui, beaucoup d'animaux dans tes histoires, que ce soit là les insectes ou le chat, ou dans Edwin justement il y avait un chien qui était très important. oui. Pourquoi il y a autant d'importance avec ces créatures? Euh, Ça, je sais pas trop, mais je sais pas trop. Mais c'est marrant parce que il y a une revue Atom là sur le manga que j'achète de temps en temps et il posait la même question à Matsumoto justement. Et, je pense que ce qu'il disait, je m'y retrouvais assez, c'est qu'il les met un peu, je les mets un peu pour meubler. Après les insectes, c'est vrai qu'il y a un truc, je suis assez naturellement attiré par les insectes sans en faire un sujet d'étude du tout, mais c'est quelque chose que je trouve assez, assez différent de nous, omniprésent, et il y en a des variétés assez dingues avec des comportements assez fous, et donc ouais, les insectes, ça m'attire pas mal. Ouais, parce que du coup ils ont une place centrale dans le scénario. Et Ouais. justement, ce scénario, tu l'as préparé sur les deux albums. Est-ce que quand tu l'as préparé, tu as fait le découpage des deux albums en même temps? Parce que
Je trouve qu'il y a une alternance assez forte entre des scènes d'action vraiment baston, très rapides, et des moments très poétiques, un peu contemplatifs. Est-ce que ça, c'est voulu ou c'est venu là avec le découpage? Non, alors il y a eu beaucoup de versions de découpage. Dans une première version, j'avais fait les deux tomes, mais pour ce qu'on a au final dans les bouquins édités, j'avais fait les deux scénarios, on va dire écrits des deux en même temps, et j'ai découpé chacun avant euh, avant d'attaquer les planches. Mais pour ce qui est de ce que tu parles en termes de rythme, de baston et de moments de causerie ou de moments plus contemplatifs. Je pense que c'est un truc auquel je fais naturellement attention et je pense que c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup en tant que lecteur aussi. C'est-à-dire, chez Mignola, par exemple, il joue énormément avec des rythmes. Il peut avoir 2 pages ou 4 pages où les gens parlent énormément et puis après des pages de bagarre. Et je pense que c'est aussi donc j'ai une grosse pagination, il y a 84 pages, mais pour moi j'ai quand même l'impression de faire un peu du franco-belge, comme j'essaye de retrouver j'essaye de mélanger mes influences, mais je pense qu'avant tout il y a ce que moi je lisais quand j'étais enfant, ado, donc toutes les séries avec des héros qu'on pouvait voir dans Spirou ou autour. Euh, et je me rends compte, j'ai relu les 8 premiers Soda il y a peu de temps, et dans ces albums franco-belges, il y a beaucoup de changements de rythme et qui sont super bien joués, super forts, parce qu'en fait, au final, en 40, je sais jamais c'est combien, 46, 48 pages, ils arrivent vraiment à à nous faire voyager, à nous faire vivre plein de moments différents. Et j'ai une question de Benjamin qui revient un petit peu sur les enfants. Il dit que tu parlais des Goonies. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Ouais. la mère Fratelli dans la mère Monk? Si, ouais, ouais. La mère Fratelli, et je reviens encore à Miyazaki, il y a toujours, je crois qu'il y avait dans Porco Rosso, la mère des pirates, là, c'est un peu les mêmes. Si, mais la mère Fratelli, ouais, ouais, elle est assez terrible. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté Caro Jeunet, je pensais à la Cité des Enfants Perdus. Est-ce que c'est Ouais, des inspirations? ouais, complètement, complètement. C'est vrai que j'oublie parfois d'en parler parce qu'il y a des trucs que j'ai pas revus depuis longtemps, mais clairement, c'est dedans. Tout comme bien avant, mais les Tim Burton m'avaient énormément influencé. Je pense que ça se sent peut-être moins maintenant, je me rends pas compte. Mais du coup, comme je les regarde plus trop pour l'instant, j'en parle pas. Mais en fait, c'est des choses qui ont été très importantes pour moi. Et Caro et Jeunet, ouais, vraiment les deux, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, sont des grandes claques pour moi, des moments importants. Ouais. J'ai une question de Martin qui nous dit les trois merlettes existent-elles vraiment? Oui, mais c'est pas un bistrot, c'est une. Donc je disais, moi je suis à la campagne, enfin j'ai grandi à la campagne et c'est une salle des fêtes dans un village, à Baronville exactement, à côté de Borin. Voilà. Et Et j'ai toujours aimé ce nom, les Trois Merlettes. il y a un petit côté. Je crois que j'avais lu une fois aussi que tu parlais de Nicolas de Crécy. Il y a un petit côté les triplettes de Belleville aussi. Oui, Il y a ouais. des sonorités un peu comme ça. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, Nicolas de Crécy, pareil, une découverte assez importante pour moi et, euh, et du coup, une grosse influence aussi avec ouais, la construction de son imaginaire, New York sur Loire et tout ça. J'aimais énormément ce qu'il avait fait. Ouais. Et ça, justement, en parlant de cette ville un peu imaginaire, est-ce que Mhm. Ville-Vermine, tu te vois la développer plus comme accueillant des récits différents, pas forcément avec Jacques Peuplier ou Rudy, mais avec d'autres personnages? Ben là, en tout cas, moi, en fait, j'ai d'abord Jacques Peuplier avant d'avoir Ville-Vermine. Donc moi, la façon dont je vois la suite de mon boulot, c'est faire des aventures de Jacques Peuplier, mais qui en fait est assez indécollable de Ville-Vermine, quoi. Et du coup, comme je l'imagine un peu, il y a plusieurs modèles, mais le vrai modèle de base, c'est vraiment Gotham City. Moi, j'avais été très marqué, comme beaucoup de gens de mon âge, par le dessin animé
qui passait au début des années 90, je pense. Et je trouve, enfin, il y avait tellement de choses à raconter dans Gotham en fait, je m'y retrouve vraiment parce que ça touchait à la fois un peu à la SF, un peu au fantastique, un peu au policier, et c'est vraiment ça que vers ça que j'ai envie de tendre. Et du coup, je vois vraiment Ville-Vermine comme un, une ville où tout est possible, quoi. C'est un terrain de jeu où je peux mettre ce que je veux, quoi. C'est-à-dire que je peux avoir un vieux quartier, je peux avoir un terrain vague qui va devenir une proto-jungle, je peux avoir plein de choses, surtout que au niveau scénario, je me mets pas trop de freins. À partir du moment où je fais des savants fous ce genre de choses, j'ai pas trop je peux aller un peu où je veux, quoi. C'est vrai. Mais ça se sent bien en fait que la carte n'est que le début de tout ce qu'on pourrait apercevoir dans les deux premiers. J'ai une question de Heidi qui dit en parlant de film, une adaptation est-elle prévue avec Harrison Ford? Non, non, Non. non. Je cherche un truc drôle à dire, mais mon modèle physique, c'était plutôt Ron Perlman. Ouais. Ah bah justement, on revient à Caro Jeunet. On revient à Caro et Jeunet et à Hellboy en plus, puisque il avait joué dans le Hellboy de Del Toro. C'est vrai. Et j'avais une question aussi sur le côté technique. Au niveau du dessin, en fait, comment tu travailles? C'est quoi tes outils? C'est quoi comment tu bosses? Papier, crayon et encre et plume. Voilà. D'accord. Et un pinceau pour les noirs. Ouais. C'est tout traditionnel? Ben non, la couleur, je la fais en numérique, donc je numérise et puis les couleurs sont faites en numérique. Parfois, je fais des retouches du trait à l'ordinateur, mais c'est assez rare. Et du coup, comment tu organises un peu tes journées de travail? Ça te prend combien de temps à peu près? Tu fais d'abord tout le dessin, puis après la couleur sur plusieurs mois ou tu alternes? Alors non, la couleur est faite à la fin, donc je fais tout le dessin et puis je fais la couleur à la fin. Et après, chaque planche avance un peu. Mon processus a beaucoup changé entre Edwin, mon premier album, et puis la fin. Entre le début d'Edwin, la fin d'Edwin, ça a beaucoup changé. Entre le début du premier tome de Ville-Vermine et la fin du premier tome, ça a beaucoup changé. Et en fait, ma façon de faire s'est un peu stabilisée fin du second. Et là, pour l'instant, je suis sur cette méthode-là, c'est-à-dire que j'avance planche par planche, euh, mais sans faire forcément tout le crayonné d'un coup. Donc, je fais monter le crayonné petit à petit, puis quand je vois un truc qui a besoin d'être terminé, je vais dire, je passe à l'encre et j'avance sur toute ma planche en même temps. Ouais. Alors j'en profite pour rappeler, donc on est avec Julien Lambert qui nous parle de sa série Ville Vermine, qui est sortie chez Sarbacane en deux volumes pour le moment, et que vous pouvez lui poser vos questions dans les commentaires. Et justement, je prends une question de Samuel qui dit, y a-t-il un plan de la ville de Ville Vermine? Voilà, j'y ai pensé, mais alors je ne m'y attaquerai pas parce que j'aurais trop peur d'être coincé dans un truc. Et voilà, mais du coup, c'est même tout comme Ville-Vermine, j'aimais bien ce nom, mais je voulais pas que ce soit le nom officiel parce que j'aurais aimé à la base, je voulais trouver un nom de ville qui fasse comme un vrai nom de ville. Ville-Vermine, c'est pas un vrai nom de ville, et du coup, en première page du tome 1, je dis que c'est un surnom que les gens donnent à Ville-Vermine et qui lui va finalement bien. Et je pense que c'est pareil pour le plan. Si je voulais dessiner un plan, j'arriverais à rien qui puisse rendre ce que j'ai envie de faire dans Ville-Vermine, quoi. Et du coup, je me suis déjà imaginé des personnages qui essayent de cartographier Ville-Vermine, mais qui se rendent compte qu'ils y arrivent pas, en fait. Voilà. Et ça justement, donc en filigrane depuis tout à l'heure, tu dis que donc tu bosses sur un troisième volume, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je reviens à mes lectures d'enfance, mais je pense que j'ai toujours envisagé la BD comme des histoires avec des suites et donc des héros qu'on retrouvait d'album en album. Et je pense que sans m'en rendre compte, mais enfin maintenant c'est clair que dès que j'imagine un album, en fait, j'imagine un univers et un personnage que je vais pouvoir animer sur plusieurs aventures. Et du coup,
dès le départ, Jacques Peuplier, je voulais lui faire vivre plusieurs aventures. Et là, j'ai la chance de pouvoir faire ça, puisque je bosse sur un 3e tome là, de Ville-Vermine, ouais. Qui sera donc une nouvelle aventure avec Jacques Peuplier, mais qui va rencontrer d'autres personnages secondaires et d'autres coins de la ville, justement. Ouais, donc c'est comme tu disais, on revient un peu à ces aventures de Théodore Poussin ou Soda, avec plein d'aventures finalement différentes, sur des temporalités différentes, avec le personnage, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Et avec l'idée de faire plutôt des one-shots, quoi, donc j'aimais bien que la première aventure soit en 2 tomes parce que justement ça permettait d'installer un premier rapport comment dire, pas d'attente, mais justement de lire une première aventure ou un premier bout d'aventure avec Jacques Peuplier et de le retrouver un peu plus tard pour la fin de l'aventure. Voilà. Et pour revenir à une question que tu disais tout à l'heure, que tu me posais tout à l'heure, sur est-ce que tout était découpé dès le départ, j'avais par contre voulu scinder les 2 histoires, pas faire une longue histoire que je coupe en 2, mais avoir dans une première version du scénario, par exemple, les deux frères Maeterlinck qu'on suit beaucoup dans le tome 2, on les voyait beaucoup plus dans le tome 1, alors que là, j'aimais bien que finalement le tome 1, on suive ces hommes mouches, on se demande ce que sont ces hommes mouches, et à la fin du tome 2, on rencontre ses frères Maeterlinck, et à la fin du tome 1, pardon, on les rencontre, et dans le tome 2, on apprend à les connaître un peu plus. Hmm. Et j'ai Gaël qui demande de qui s'inspire le prochain méchant ou personnage qui sera opposé à Jacques Peuplier. Alors, Ah, je peux pas dire pas qui est trop le de méchant spoiler. vraiment, mais disons que tu parlais de super-héros tout à l'heure et c'est un truc qui en fait est vraiment, sans que je sois un gros lecteur de comics, mais enfin en tout cas je suis pas un lecteur des fascicules comics, mais voilà, je parlais du Batman qui passait à la télé. Je parlais de Mignola, il y avait eu les Sin City aussi qui m'avaient pas mal influencé. Et puis il y a toute une imagerie à laquelle en fait je suis sensible sans lire tous ces comics. Et donc le prochain tome il s'appellera le Tombeau du géant, qui est en plus une référence à un coin de Belgique que les Belges connaissent, un endroit où, enfin bref, c'est pas ça l'important, mais du coup le géant, il y a aussi un petit côté Hulk dans le géant, quoi. Ok, c'est bien, on a des petites exclus, on sait un petit peu. Et je voulais te parler aussi une question sur ton rapport à la musique parce que c'est intéressant. Il y a un personnage qui chante et on a des paroles d'une chanson d'Arnaud. Oui, Et du coup, en fait, c'est une chanson que t'aimais bien comme ça parce qu'elle sonnait bien ou c'est quelque chose de plus lié à l'intrigue Je me suis demandé en fait. non. Alors, comment ça s'est passé? À la base, elle chantait pas. C'était en discussion avec mon éditeur, Frédéric Lavabre. On cherchait un peu quelque chose qui pourrait faire vivre un peu plus le personnage de Christina. Et on s'est dit qu'elle pourrait chanter. Alors moi, je suis pas un très grand curieux de musique, mais il y a des choses que j'aime. Et Arnaud, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, comme je suis un peu chauvin, et je m'étais dit que si elle chantait quelque chose, j'avais envie que ce soit Arnaud. Donc j'ai cherché des paroles qui puissent. Après, en fait, je pense qu'il doit y avoir en tout 4 ou 5 bulles de chansons, mais voilà, je voulais que ce soit les chansons d'Arnaud. J'ai une question de Eddie qui nous Oui. dit Ville-Vermine est une ville post-apocalyptique, mais que s'est-il passé? Alors pour moi, elle n'est pas post-apocalyptique. C'est une question qu'on m'a déjà posée, mais euh, pour moi, elle l'est pas. C'est-à-dire que c'est une ville un peu grise, un peu sombre, mais pas forcément. Enfin, c'est une ville que j'imagine un peu abandonnée. Donc pas abandonnée par les gens, parce que pour moi, il y a plein de gens qui y habitent, mais un peu peut-être coupée du monde, mais pas forcément post-apocalyptique, quoi. Alors peut-être que le monde autour, quand on sort de Ville-Vermine, le serait, mais voilà, on m'a demandé aussi pas mal si c'était de la SF ou de la fantasy. Alors moi, j'avais pas trop de notion de
de la définition SF ou fantasy. Et à la réflexion, je pense, c'est plutôt fantasy, c'est-à-dire que c'est un monde où les règles sont pas les mêmes que dans le nôtre, alors que SF, ce serait plutôt notre monde qui a évolué vers autre chose à cause d'un ou plusieurs éléments particuliers, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, ben, référence à Gotham. C'est vrai que dans Gotham, on parle parfois de la crise, etc., mais on ne sait pas exactement quelle est l'histoire de Gotham. On ne sait pas trop non plus ce qui se passe en dehors de Gotham. Je trouve quand ils sortent de Gotham, souvent c'est un peu, moi ça me touche moins que quand on reste à Gotham, quoi, en tout cas. Et justement, c'est vrai que Gotham fait aussi référence à des problèmes de société, mais à travers le filtre de Batman. Et toi, dans ta BD, il y a beaucoup de choses autour de un peu des objets obsolètes, la société de consommation. On a cette ville détruite, on a ces enfants un peu abandonnés, on a beaucoup de laissés pour compte. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu voulais traduire dedans ou c'est venu plutôt avec l'univers? Non, alors en fait c'est des trucs auxquels je suis assez sensible, mais c'était pas du tout une volonté de les mettre dedans, donc je pense qu'ils sont naturellement venus dedans. Et après en fait des lieux abandonnés, il y en a quand on marche dans une ville, mais c'est que moi j'ai mon regard attiré par ces lieux-là, et du coup c'est des lieux qui me parlent dans les endroits que je traverse. Et c'est marrant parce que le truc des objets obsolètes, j'y avais absolument pas réfléchi, alors que c'est un sujet vers lequel naturellement, qui me touche naturellement. Et c'est vrai que Jacques, il répare des vieux trucs abandonnés dans la rue, mais, euh, mais par contre, enfin, que ce soit Jacques ou moi, du coup, il n'y a pas de volonté de changer un système là-dedans. C'est juste un personnage qui est touché par des objets qui sont jetés à la rue, qui pour lui sont encore beaux en tout cas, et qu'il les prendrait ne fût-ce que pour ça, quoi. Voilà. Et, pardon? Voilà, je sais pas si ça répond à ta Si, question. si, si, mais en fait, c'est parce que ça m'évoque des choses. Bon, des fois, c'est peut-être un peu trop interprété, mais je trouve que ça ouvre plein de pistes comme ça. Et justement, en intro, je parlais aussi de Gotham. C'est vrai que ça m'a fait penser un peu à ça, mais aussi pour les problématiques un peu sociétales. Ça soulève des points sans les aborder frontalement, mais du coup, ça fait réfléchir, quoi. Ouais. C'est plus, Ben après, c'est enfin, les problèmes de société. Je suis pas du tout. Je réfléchis pas dessus. Par contre, je vois des gens. Je pense quand je vivais à Liège notamment, on voit des gens enfin, tout comme mon attention va être attirée par des lieux abandonnés, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont m'attirer. Et en fait, je voulais une ville où Jacques Peuplier peut se retrouver à parler à un feu rouge pendant que tout le monde attend que le feu passe au vert, sans que ça paraisse incroyable. C'est-à-dire une ville où les fous sont un peu omniprésents, mais en fait, la plupart des villes, il y a ça, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent en ville, ils disent, ah bah ouais, tiens, chez moi, il y a un gars, il est fou, il fait ça. Ah, dans telle autre ville, ah, chez moi aussi, il y en a un, il est comme ça. Et en fait, voilà, les villes sont des endroits où il y a beaucoup de monde et où il y a aussi des personnalités singulières, quoi. Donc, et je pense, à la base, je crois que j'ai poussé un peu le côté steampunk ou fantastique ou post-apocalyptique, ou je sais pas ce que les gens voient exactement dedans, mais que à la base, c'était pas ce que je cherchais. Je voulais que ça ait l'air, enfin, de mettre la ville que moi je vois quand je marche en ville, en fait. Mais qui, naturellement, mon imaginaire me pousse vers ces interprétations-là. Et est-ce qu'aussi il y a un côté, là peut-être pour la partie plus narration ou mise en scène, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans l'animation au début de ta carrière, avant ou en parallèle du premier album, ça t'a influencé dans ce genre de narration? T'entends quoi par narration? Dans le sens avec ce découpage comme ça un peu lent, on suit le personnage longtemps dans des cases, il y a beaucoup de cases silencieuses ou de grandes cases qui plantent le décor. Euh, qui fait Je référence un sais. peu au manga aussi, comme tu parlais du manga, mais Oui, c'est ça, ouais. Ben, euh,
dans mon parcours de lecteur, il y a ce moment où on découvre enfin les bouquins avec des plus grosses paginations qui sont là depuis quelques années. Et du coup, je pense que en tant euh, qu'espérant devenir auteur, ça me touchait d'avoir. Je me disais ah ouais quand même, le fait d'avoir plein de pages comme ça, on peut faire plein de choses. Euh, et après, j'essaie vraiment d'avoir un rythme parce que je me suis dit le danger de ça aussi c'est de tout il y a certains je suis pas un gros lecteur de manga mais j'ai l'impression que parfois tout est trop découpé enfin en fait il y a quand même des codes dans le manga dans le comics et dans le franco-belge et il y a des choses que j'aime dans chaque et que j'essaye de reprendre mais la notion de rythme j'essaye de la garder parce que elle est importante pour moi et du coup oui je mets des moments contemplatifs parce que je pense qu'en tant mais je pense pas que c'est d'avoir travaillé dans l'animation en tout cas peut-être d'avoir vu des films d'animation mais pas d'avoir travaillé dedans parce qu'en plus bosser dans l'anime j'étais au décor et du coup j'avais pas forcément euh, accès à la construction de l'histoire et des plans quoi. Voilà. Et, et justement, après les deux premiers albums où tu as eu des rencontres avec tes lecteurs, des dédicaces, est-ce que le fait justement que tu aies plein de flux comme ça d'interprétation, de regards différents, est-ce que ça t'a aidé à construire la suite ou est-ce que ça ou pas du tout en fait? Euh, Est-ce que tu t'es servi de ces retours, de ces interprétations, bonnes ou mauvaises? Est-ce que oui, certaines. Par exemple, ben, tu vois, c'est Eddie qui parlait de post-apocalyptique. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, c'est marrant, ta ville elle est vide. Et moi, je n'avais pas l'impression de la faire vide. Mais c'est vrai que je suis beaucoup des personnages solitaires, qu'il y a il y a pas de scènes de foule. Et ça, je me suis dit, ah, j'aimerais bien du coup essayer de poser un peu des images. Dans le troisième tome où on voit il y a de la vie dans cette ville, quoi. Donc ça fait partie des remarques. Mais j'ai pas eu de remarques négatives où je les ai oubliées, quoi. Mais aussi beaucoup, ce qui revenait beaucoup, c'est que les gens me reparlaient beaucoup du fait que Jacques parle aux objets, ce qui pour moi a été un truc important. Et dans le tome 2 c'est un truc qu'on met un peu de côté. Et du coup, j'avais envie beaucoup de remettre l'accent là-dessus dans le troisième tome, et c'est-à-dire de penser mes personnages secondaires. Il y a donc, je parlais d'un géant, il y a une secte aussi, mais il y a aussi un objet que Jacques va rencontrer et qui va avoir beaucoup d'importance dans le déroulé de l'histoire, quoi, qui sera une vraie rencontre pour Jacques. En gros, il va rencontrer en même temps un géant qui s'appelle Sam et il va rencontrer en même temps un outil, un merlin, voilà, qu'on appelle le fendeur. Hmm. J'ai une question de Eddie encore et je vous propose après de poser vos questions maintenant parce que ça fait déjà 35 minutes. Donc je prendrai les dernières questions après. Et donc Eddie te demande si le métier de détective de Jacques fait référence au film noir américain et si oui, un film en particulier. Ah non, non parce que ben, c'est marrant parce que il y a plein de choses, que ce soit des films d'horreur, des films de SF ou des films noirs, il y a plein de choses qui, je pense, vont me plaire quand je les découvriront, mais j'ai pas du tout une culture encyclopédique de tout ça. Et du coup, en termes de films noirs, j'ai pas trop de références, quoi. Et par ailleurs, le boulot de détective de Jacques, il est tout relatif puisque il, il- comment dire, Oui, lui, il annonce juste chercher, mais pas forcément ouais, c'est détective. ça, Ouais. ouais. Après, forcément, il y a une notion d'enquête, mais c'est marrant comme il y a plein de choses que j'ai jamais vues, mais par contre, dans tout ce que j'ai pu, je repense souvent à l'enfance et justement les dessins animés. Dans toutes les saisons, il y avait toujours, il faisait toujours un épisode polar ou un épisode avec un proto Frankenstein ou avec des momies, ou et du coup, sans avoir vu de film de momies, en fait, on en a vu, sans avoir vu
de films de Frankenstein, on en a vu, enfin de créatures de Frankenstein. Et du coup, non, pareil pour le polar, j'ai des clichés de polar en tête, mais j'ai du mal à citer un ou deux polars, quoi. Après, je disais, j'aime bien Stephen King, qui a de temps en temps une notion de polar. En France, j'avais lu les Fred Vargas, il y en a que j'avais beaucoup aimé. Voilà, mais j'ai pas je peux pas citer de film noir comme le ferait. Je sais pas, en fait, j'ai entendu il y a peu de temps une émission où il y avait Nuri et Bruno qui parlaient de leur film noir, et là, par contre, enfin Nuri surtout, il avait plein de références, mais du coup, j'en ai noté deux trois que j'essaierai d'aller voir. Voilà. Mais par contre, si Eddie a des films à conseiller, je serais ravi d'aller les regarder. On va faire ça. Et Eddie, tu pourras faire ta liste dans les commentaires, tes recos. Mais qui est ce mystérieux monsieur Eddie? Ouais, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors ligne, mais sur Bubble, on a un groupe privé où plein de lecteurs se retrouvent. Et c'est vrai quand Eddie faisait partie des très fans de Ville Vermine, et du coup, ce qui nous a poussé à t'inviter en priorité, on se disait, bah voilà, on a plein de fans, dont Eddie, et donc il pouvait pas manquer le rendez-vous. Bon, c'est super. Ben, je dis qui est-il, mais en fait, on a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois via les réseaux sociaux. J'ai Gaspard qui demande où en es-tu dans le tome 3. Ah, je suis très en retard. Peut-être que Gaspard est ton éditeur déguisé. Ah, est-ce que c'est Gaspard Talmas? Oui. Ok, non, c'est un ami, auteur de BD lui-même. Où j'en suis? Ben, j'en suis dans les 10 premières planches là, que je suis en train de dessiner, ancrer. Voilà. Et du coup, pardon. Oui, non, vas-y. Et à part ce tome 3, est-ce que tu as déjà aussi d'autres projets en route? Tu penses à des choses ou Je pense à plein de choses. Moi, si on me laisse faire, j'ai des tomes 4, 5, 6 derrière, donc qui sont des idées qui sont, en gros, ma façon de bosser. Quand j'ai fini un scénario, que je passe au découpage, j'ai un autre scénario qui commence à se mettre en route et pour lequel je commence à prendre des notes. Donc voilà, donc j'ai déjà pas mal d'idées et j'ai un scénario qui en est aux prémices, mais qui commence à se construire pour une éventuelle suite si, si ça peut se faire. Et je te poserai une dernière question. Du coup, là, avec le confinement, c'était peut-être un peu compliqué, mais est-ce que là, tu fais des prochaines dédicaces ou ça sera plutôt avec le tome 3? Je crois que j'en ai peut-être une ou deux de prévues, mais là j'en ai pas trop de prévues là tout bientôt. Non, donc pour le 3 j'en ferai certainement, mais c'est tout à fait possible que j'en fasse un peu avant. Mais il n'y a rien de prévu pour l'instant. Si l'occasion se présente, on verra. Ok. Bon bah merci beaucoup Julien. Merci Ben, merci à beaucoup toi. d'être venu, d'avoir répondu aux questions de tous les lecteurs. C'était très sympa de passer un moment avec toi. Et du Eh coup, ben, moment très sympa de mon côté aussi. bah, merci. Et du coup, bah, peut-être à bientôt pour le tome 3. Eh ben oui. Et Ce sera pas avant automne 2021, oui, normalement. oui, parce qu'en plus tout est un peu repoussé dans les plannings, donc En plus, même si ça n'avait pas été repoussé, j'aurais pas pu le sortir avant parce que, comme je disais, je suis en retard et le confinement m'a fait prendre encore un peu plus de retard. Donc, voilà. bon, bah, merci beaucoup. Bon courage. Ben, merci à toi, Thomas. Je salue Gaspard, Eddy, Martin, Sam, tous ceux qui ont posé des questions et puis tous les gens de Bubble, ma foi. Merci. À bientôt. Ciao.